Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission débat 100% en Bénin. Journée nationale de protestation au Bénin, une première depuis le renouveau démocratique, une première à l'ère du nouveau départ. L'initiative est du FSP, le Front pour le sursaut patriotique, qui depuis peu fait beaucoup parler de lui, et initiative qu'il aura matérialisé, s'il vous plaît, par une série de marches pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. Le 9 mars dernier, il se compterait par milliers les militants et sympathisants du dit front à prendre d'assaut les principales artères des grandes villes du pays, dénonçant la gouvernance talon et le mode opératoire dans la lutte contre la corruption et autres infractions connexes. Si la mobilisation et le déferlement humain observés se sont dans l'ensemble déroulés sans accroc, le spectacle, mesdames, messieurs, était tout autre au niveau de la capitale économique du pays, Cotonou. Quelque part défectués, et les manifestants se verront arrêtés net dans leur élan par les hommes en uniforme conduits par le préfet du littoral, Modeste Tobola, en personne. La suite aura été une véritable épreuve de nerfs avec, à la clé, des blessés et une arrestation. Mais qu'est-ce qui aura fondamentalement motivé cette initiative du 9 mars? Pour mieux cerner les aspirations profondes, nous recevons pour vous le porte-parole du Front. Il est déjà dans ce studio. Je vous le présente dans quelques secondes. Et ce sera autour du thème le débat, Journée nationale de protestation au Bénin, le FSP dans un combat républicain ou dans une provocation. Déjà donc installé, Jean Kokou Zonon, que nous recevons avec une petite note que vous allez découvrir tout à l'heure. Jean Kokou Zonon, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Un plaisir pour nous de vous recevoir en dépit de fortes sollicitations, de vous savoir libre pour ce plateau-ci. Je vous remercie, moi aussi, de me donner l'occasion d'expliquer un peu mieux, un peu plus, davantage aux téléspectateurs les initiatives, les motivations du Front pour le sursaut patriotique et du combat qu'il mène. Ah oui, la motivation, mesdames, messieurs, c'est la grosse interrogation qui taraude bien les esprits quand on entend parler du FSP. Aujourd'hui, nous allons, avec Jean Kokou Zonon, essayer de bien comprendre la portée de ces démarches. Et pour le plateau du jour, ce sera une co-animation. Je serai avec mon confrère de la revue des titres. Mais cette fois-ci, pour l'instant débat, Kodjovi Ametonou, donc déjà installé. Kodjovi Ametonou, à nouveau bonjour. Oui, bonjour Joël Etondi. On salue également notre invité du jour, Jean Kokou Zonon, porte-parole du Front pour le sursaut patriotique. On vous a vu dans beaucoup d'initiatives déjà, le Front, depuis sa création, si on peut le dire ainsi, en avril 2017, a organisé beaucoup de marches, mais aujourd'hui, une journée nationale de protestation. Qu'est-ce qui motive cela? Ce qui motive d'abord le combat du Front, c'est dans cette plateforme que nous avons adoptée, qui est que, 1, nous voulons la sauvegarde des libertés, 2, la sauvegarde du patrimoine national, 3, le combat contre l'impunité, 4, la nécessité de la réunion d'une nouvelle assise nationale des États généraux. Voilà la plateforme du Front pour le sursaut patriotique. Sur cette base, nous sommes à lutter partout contre tout ce qui va contre les libertés, tout ce qui va contre le patrimoine, la dilapidation du patrimoine national, tout ce qui va dans la lutte sélective contre la corruption. Et nous pensons qu'il nous faut absolument pour notre pays une nouvelle assise nationale. Absolument. Absolument. Ceux qui se sont réunis le mardi 28 dernier dans un premier forum national sur les acquis de la conférence nationale, tous ont reconnu que le principe actif de la conférence d'il y a 28 ans est déjà périmé. Les ressources sont terminées. Le pays traverse une crise morale mais des plus profondes. Le président de la République est là. Il est disqualifié pour lutter contre la corruption, puisque lui-même reconnaît qu'il y est. Alors comment... Or, c'est un fléau. Comment va-t-on mettre des nouvelles bases pour lutter par rapport à ça?
il nous faut une assise nationale. Par rapport aux questions de droit, il nous faut une nouvelle assise nationale. C'est pour cela que le FSP s'est mis là-dessus. Et le 13 octobre, dans un meeting, nous avons adressé une invitation solennelle au chef de l'État pour dire qu'il faut qu'il prenne l'initiative des assises nationales le plus rapidement possible avant le 31 décembre 2017. Il ne l'a pas fait. Au contraire, nous avons constaté qu'à la fin de cette année-là, c'est beaucoup plus la fronde sociale qui a été lancée. Parce que le chef de l'État lui-même a négocié avec les syndicalistes au niveau de la justice, au niveau du ministère de la Santé, fin octobre, qui ont accepté un moratoire d'ici à la fin de l'année. Mais à la fin de l'année, qu'est-ce qui arrive? On leur enlève le droit de grève. Et le chef de l'État dira le 6 février aux responsables syndicaux que c'est à son initiative. Donc, ça fait la ruse, ça fait la rage. Donc, il n'y a plus la parole donnée. Si le chef de l'État, il n'y a plus de parole donnée, ça veut dire que tout est à terre. Tout est à terre. Donc, c'est ça qu'on prévenait. C'est ça qu'on voyait. Et puis, le peuple a faim. Les gens ont faim. On a cassé des gens dans les rues, ceux qui avaient des petits trucs de survie, sans alternative. Les opérateurs économiques, on envoie des redressements fiscaux vraiment, qui ne suit pas les droits. Il y a des licenciements économiques qui s'annoncent, sans compter tous ceux qui ont été mis dans la rue après la liquidation d'entreprises publiques dans le secteur de développement rural, comme pour faire place nette aux entreprises liées au chef de l'État. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et partout, les gens sont mécontents. Et c'est ça qui a généré cette journée nationale de protestation ou quoi? Pour déjà lutter contre tout ce qui se faisait déjà avant, le FSP faisait beaucoup de manifestations déjà à Cotonou. Nous avons fait des marches à Cotonou en juillet, manifestation en octobre, manifestation le 23 janvier. Mais pendant ce temps, on voit que partout ailleurs dans le pays, les gens sont mécontents et aussi veulent manifester. Le FSP avait eu le temps. Des comités départementaux du FSP existent dans tous les départements. Ces militants et sympathisants voulaient aussi manifester et nous faisaient dire mais pourquoi seulement Cotonou? Nous tous, nous souffrons de tout, de la faim, des privations de liberté, des brimades des autorités. Il faut que ce soit une action nationale. C'est cette doléance-là que le FSP a prise et a dit, alors, ensemble, que tout le pays qui se manifeste un jour crie sa faim, sa colère, après que beaucoup de secteurs l'ont fait. Donc les femmes ont fait une manifestation à Cotonou pour montrer les casseroles vides. Et lorsque les gens ont vu les casseroles vides, ils ont dit, mais ce n'est pas seulement à Cotonou que les casseroles sont vides. Les casseroles sont vides à Comé, les casseroles sont vides à Tangueta, les casseroles sont vides à Parakou, les casseroles sont vides à Abomey. Mais il faut qu'en un jour, nous tous montrons que ça ne va pas dans le pays. Donc, d'où l'idée de la journée nationale. Oui. Alors, si c'est vrai, Jean-Claude Couzounon, que oui, toutes les communes, les grandes villes ont connu ce déferlement humain et que ces populations qui en demandaient ont été aussi satisfaites de pouvoir exprimer leur ras-le-bol. Et il a été un fait que tous les regards se sont focalisés sur Cotonou, comme si la mobilisation n'a lieu qu'à Cotonou, à cause de cet incident-là, que je rappelais en introduction. Mais oui, mais c'est ça que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas du tout, pas seulement cet incident, mais la répétition de ces incidents. Dès le départ, le préfet Toboula a commencé à parler de lignes rouges. Septembre 2016, par rapport aux étudiants. Septembre 2016. Et tout au long, il lui fait des demi-rouges. Or, il n'est écrit nulle part, dans aucune loi, que l'on ne peut pas manifester dans une rue
où le chef de l'État est à 400 mètres? Nulle part. Les gens manifestaient sur la voie qui passait à 200 mètres du président Iboni. Mais pourquoi on ne peut pas le faire maintenant? Le président actuel de la République, qui dit qu'il a été porté en triomphe par 65% de la population, a si peur de son peuple pour qu'on ne puisse pas manifester. Quelle loi dit on ne peut pas manifester devant le CNHU pour passer devant la présidente de la République? Mais il y a une loi qui dit ça. À ce niveau, pour ce qui a été observé le 9 mars à Cotonou, le préfet a signifié que cette marche peut perturber les activités pour le tronçon choisi et pour le jour aussi ouvrable, ça peut perturber l'activité des autres citoyens qui ne se sentiraient pas concernés par ce que vous organisez. Mais en ce temps-là, c'est lui seul qui devient juge parti. La loi n'a pas dit ça. La Constitution, dans son article 25, dit l'État reconnaît et garantit la liberté de culte, de manifestation, de réunion, de cortège. Donc, c'est aux citoyens que ça reconnaît ça. Du coup, il s'agit pour la loi d'encadrer. Et aucune loi n'a dit qu'on ne peut pas manifester devant, passant par la voie qui passe devant la présidente de la République. Aucune loi n'a dit qu'on ne peut pas manifester passant par Dantokpa. Une semaine avant, le même préfet avait dit, les étudiants d'Abomey-Calavi ont dit qu'ils vont manifester depuis Abomey-Calavi jusqu'ici. Il dit non, c'est un jour ouvrable. On ne peut pas manifester sur le tronçon d'Abomey-Calavi qu'il faut qu'ils viennent à l'Étoile Rouge. Mais quelle loi a dit ça? Quelle loi? Donc, c'est quelqu'un qui viole la loi systématiquement tous les jours. Quelle loi a dit que les femmes ne peuvent pas aller dire en cortège, en manifestation, voir le chef de l'État pour lui porter leur doléance? Aucune loi. Donc, le préfet c'est lui qui trouble. C'est lui qui trouble l'ordre public. C'est lui qui systématiquement provoque les populations en violant la loi, en piétinant la loi, en violant la Constitution. Mais comme c'est depuis septembre 2016 et que son chef le soutient ou bien ne le réprimande pas, ne le dégomme pas, nous sommes obligés de dire c'est le chef de l'État qui fait ça. Mais la particularité de ce refus de laisser les gens évoluer, cette fois-ci, ça a failli tourner au vinaigre. On a vu un affrontement qui ne disait pas son nom, des gaz lacrymogènes, des jets d'eau contre des pierres. Il y a longtemps que les gens ont vu de ces genres d'images. L'affrontement a failli être un affrontement sanglant. Mais bien sûr, déjà le 23 janvier, les manifestations dans notre pays sont régies par le mode déclaratif. Lorsque vous voulez faire une manifestation, vous faites une déclaration au maire. Donc ce n'est pas une demande d'autorisation, non. C'est une déclaration. Et le législateur a bien compris. Si vous devez demander une autorisation à l'autorité contre laquelle vous voulez manifester, il est clair que l'autorité va refuser. C'est pour cela que vous faites une déclaration pour dire nous allons marcher de tel à tel moment, pacifiquement. Si l'autorité estime que ce jour-là, il y a d'autres manifestations ou bien il y a des événements tels que ça peut perturber, il vous appelle. Il vous appelle pour dire nous pensons ceci. Si ce jour-là, vous pensez que vous devez nécessairement passer par là, vous pouvez différer votre manifestation à un autre jour. Mais il ne peut pas d'autorité décider de changer votre itinéraire. Il ne peut pas refuser parce que c'est la Constitution et une liberté constitutionnelle n'a pas besoin d'autres motivations. C'est une liberté conditionnelle. Donc, c'est comme la liberté de culte, la liberté de réunion, la liberté de parole. Je n'ai pas besoin d'autorisation d'une autorité avant de parler. S'il pense que je l'ai diffamé, il va à la justice. Mais il ne peut pas m'interdire de parler parce qu'il craint que je vais le diffamer. Non. De la même façon, on ne peut pas arrêter ma manifestation parce que l'on craindrait qu'il pourrait avoir trouble à l'ordre public. Non. Les forces de l'ordre sont là
pour encadrer, pour qu'il n'y ait pas de débordement. C'est pour cela que lorsque vous demandez faites votre déclaration, la mairie voit ça, et puis le commandant du corps urbain regarde avec vous comment ça va être encadré. Voilà ce qu'est la loi. Avant de laisser la parole à mon collègue, mais dites, le jour-là, face à la position du préfet, qui était dans une posture à ne vraiment rien laisser faire, est-ce que cela n'aurait-il pas été un peu plus judicieux de demander aux manifestants, de rebrousser chemin, prendre un autre itinéraire, quitte à saisir une autorité supérieure pour plainte, ou si possible même la justice, et prendre date une autre fois? Le préfet avait voulu faire ça déjà le 23 janvier dernier. Et je vous ai dit, ce n'est pas d'aujourd'hui. Tout le temps, le préfet... Vous vous souvenez, on devait faire une manifestation. Le préfet a dit non. On a dû protester. Vous n'avez saisi aucune instance juste après ça. On a vu une bande défilante là, soit pour dire le chef de l'État autorise. Ça veut dire que c'est le chef de l'État. Et ensuite... le chef de l'État ne devrait pas autoriser. Mais qu'est-ce que le chef de l'État a venu voir dans une marche, dans une rue? Mais il y a un ministre, il y a un gouvernement, non? Mais le chef de l'État va lui directement. Mais le ministre de l'Intérieur fait quoi? Le ministre de la décentralisation fait quoi? Cela veut dire, cela illustre ce que nous avons dit, on a affaire à une autocratie. Tout pouvoir est dans le main des chefs de l'État qui dictent à chacun et à tous ce qu'ils vont faire. Et non un gouvernement. Ça, c'est un truc à part. Maintenant, lorsque vous prenez de l'habitude de vous capituler devant des voies de fait, alors c'est l'autocratie, c'est la dictature qui s'installe. Or, nous avons connu ça pendant 17 ans. On ne peut pas accepter le retour de la dictature dans d'autres pays. Voilà le credo donc du FSP. Mais est-ce que, monsieur le porte-parole, vous n'avez pas l'impression que vous avez aussi une position braquée aujourd'hui face aux autorités? Non. Non. Puisque nous avons demandé que se réunissent les États généraux pour qu'on revoie les bases de notre pays. Les bases sur lesquelles notre pays va continuer. Parce que, voilà par exemple un chef d'État qui dit « Moi-même, je reconnais que j'ai participé au pillage du pays. » Mais alors, donc moralement, il est disqualifié pour continuer. Mais on doit lutter contre la corruption. Alors comment va-t-on faire? Le chef de l'État, il est disqualifié. Alors comment va-t-on faire? Ils ne peuvent rien faire là. Bon, regardez, vous voyez ce que par exemple Ben Sadikou Alawa a dit par rapport aux faux médicaments. Il dit c'est les institutions d'État qui ont failli. Donc, on ne peut même pas sanctionner légitimement, moralement les autres qu'on dit qu'on a failli. Voilà le pays là où nous sommes arrivés. Oui. Alors, par rapport aux libertés, en même temps, sauvegarde des patrimoines, lutte contre la corruption, états généraux, voilà entre autres ce que vous demandez aujourd'hui aux autorités. Mais depuis avril 2017 à ce jour, ça fait pratiquement 1 an que vous existez. Qu'est-ce que vous avez capitalisé comme matière? Sans vouloir t'interrompre, lui non plus, pour conclure sur le côté, ce à quoi on a assisté comme dérapage lors de cette lutte, qui nous disent au moins très rapidement, hein, avant d'aller vers ces préoccupations qui constituent l'essentiel de vos points revendicatifs, quelle est la situation aujourd'hui des blessés? Et l'homme qui a été mis aux arrêts, désormais, a-t-il recouvré sa liberté ou non, juste après tout autre allure? Donc, le problème, disons d'abord que c'est le préfet Tobula qui fait de la provocation, qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Puisque ailleurs, lorsque les gens n'ont pas fait les mêmes choses, ça ne s'est pas passé. À Port-Nouveau, les gens ont quitté la Bibliothèque nationale, sont passés devant le marché Wando pour venir passer devant l'Assemblée nationale, pour venir aboutir à la place d'Etofa. Il n'y avait pas d'activité à Port-Nouveau. Il n'y avait pas d'activité à Abomey, il n'y en avait pas à Parakou, il n'y en avait pas à Komé, il n'y en avait pas à Savalou, il n'y en avait pas à Kobli. Donc, le préfet ici fait de l'arbitraire et voudrait que le peuple s'écrase. Or ça, le FSP dit non et appellera le peuple à toujours protester. Maintenant, par rapport à la question de savoir est-ce que nous avons... On n'a rien dit par rapport aux blessés. Par rapport aux blessés, non, les blessés, bon, on les a pris en charge et on est en train de on les soigne. Ça, il y a du suivi chez vous? Oui, il y a du suivi. En ce qui concerne
celui qui a été arrêté, il est au commissariat central. Mais qu'est-ce que les gens nous disent? On dit non, c'est pas parce qu'il est manifestant. Ah bon? Non, on lui reprochait autre chose. Que bon, mais il avait travaillé avec le préfet Toboula sur le truc des libération des voix. Des libérations des voix, et que par rapport à ça, il était déjà recherché. C'est pour cela que lorsqu'il a vu couvrant les activités, il a dit de l'arrêter. On dit non, vous l'avez arrêté pendant une manifestation. Est-ce que vous lui aviez envoyé avant un mandat d'arrêt? Est-ce que vous avez fait ceci? Vous avez fait cela? Vous êtes le juge maintenant qui fait arrêter les gens. Ce n'est pas le procureur qui peut envoyer un mandat d'amener, un mandat d'arrêt. C'est vous, le préfet, qui êtes devenu maintenant le procureur qui va poursuivre et faire arrêter. Non. Donc, il est, depuis vendredi dernier, et hier, le FSP a fait une délégation pour aller le voir. Le conseil juridique du FSP, Maître Aboubakar Baparapé, aussi est allé le voir, et nous pensons qu'on doit pouvoir le libérer, parce que si il a d'autres choses par ailleurs avec la justice, ça doit être séparé du fait que c'est le manifestant. Mais c'est le préfet qui a dit arrêtez-le-moi. C'est le préfet qui l'a dit, on l'a arrêté. C'est le préfet qui est là, doigté, pour dire on l'a arrêté. Et voilà ce qu'on nous a dit au commissariat central. Nous disons que ce n'est pas normal. Revenons maintenant aux préoccupations de vos préoccupations. À ce jour. À ce jour, nous sommes partis par une démarche de dialogue. Parce qu'on dit, il faut que le peuple s'exprime. Le peuple est souverain. Nous passons de ça que le peuple est souverain. Donc, et la souveraineté du peuple, c'est affirmé par la Constitution, et ça passe au-dessus de toutes les institutions. Nous avons vu depuis longtemps que, au niveau du FSP, avec la tentative d'imposer une constitution autocratique, une constitution qui n'allait pas, c'est dans ce cadre-là que le FSP est dit. C'est le combat de toutes ces organisations-là qui ont fait des sittings couchés à Porte-Nouveau, tout ça devant l'esplanade, pour soutenir la voix du peuple. C'est dans ce combat-là que le FSP est né. Pour dire, si nous avons pu échapper à l'imposition d'une constitution autocratique, de dictature autocratique, la gouvernance elle-même est toujours là. Donc il faut qu'on s'unisse pour arrêter la gouvernance actuelle. C'est ça. Et là-dessus, le travail d'abord a surtout à faire au niveau de la population, au niveau des travailleurs, des artisans, des paysans, de la jeunesse. C'est dans ce travail-là que le FSP s'est investi. Et vous êtes en contact permanent avec toutes ces différentes couches? À travers les marches aussi? Mais oui, à travers les marches pour réveiller. Une marche... C'est pas un dialogue, ça? Non, c'est une activité d'agitation de vos revendications. Exactement comme quelqu'un qui vend homo et qui met une plaque homo sur sa tête et circule dans la rue. C'est comme ça que sa marchandise, il le fait connaître. Donc, nos mots d'ordre aussi pour nous faire connaître, c'est ça, la liberté de manifestation, pour dire, voilà ce qui nous importe. Les manifestations sont exactement dans la même ligne que les manifestations de rue, sont la même ligne que les publicités que n'importe qui peut faire là-dessus. Ils sont dans la rue seul et le dit pour que les gens connaissent son produit. Donc, le FSP est obligé de faire des points de presse, des conférences publiques, des manifestations pacifiques pour que les gens connaissent ce pourquoi le FSP se bat et appelle le peuple à le faire. Parce que nous sommes sûrs que si le peuple ne se lève pas, on sera gouverné, et ils l'ont dit, par la ruse et la rage. Vous ne croyez pas que ce soit interprété comme un appel à l'insurrection? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Nous disons, le peuple est souverain. Vous voyez un gouvernement dont le porte-parole officiel, ministre de la Justice, dit désormais, nous allons gouverner par la ruse et la rage. Ils n'ont pas dit, nous allons gouverner selon la loi. Non. Mais c'est dans des circonstances précises qu'il a tenu ses propos. Oui, mais ces propos sont... Il dit désormais, nous allons le faire. Donc avant, peut-être, on suivait la loi. Mais maintenant, là, c'est pas la ruse et la rage. Et nous voyons que la ruse se fait. Je vous ai donné l'exemple du chef de l'État qui négocie avec les travailleurs de la justice, les travailleurs de la santé en grève. Les gens acceptent un moratoire. Et avant la fin du moratoire, le chef de l'État dit,
je suis parti là-bas pour enlever le droit de grève. Je ne dis pas la ruse parce qu'aujourd'hui, les conseils de ministres sont transformés en tribunaux. Vous prenez le cas de Laurent Métonyon, dont on pense qu'il peut comparaître demain, le 13. C'est le conseil des ministres, sans les avoir écoutés, qui dit « Vous avez placé de l'argent dans l'intention, dans l'intérêt inavoué, avec une malveillance, dans le but inavoué. » Mais ça, c'est un tribunal, ça. C'est un tribunal qui peut qualifier un défaut de gestion. Si vous estimez qu'il y a un défaut de gestion, vous vous arrêtez là. Voilà le ministre de la Justice qui dit les grèves sont illégales. À cause de ceci. Le tribunal administratif n'existe plus. Donc l'employeur, l'État employeur, qui qualifie les faits et dit c'est illégal. Et du coup, et de l'autre côté, veut sanctionner pour dire vous allez être radié. Les tribunaux n'existent plus. Or, il existe un tribunal administratif qui, l'employeur doit se plaindre pour dire voici mes employés font ceci. Donc, il n'y a plus séparation du tout des pouvoirs. C'est ça qu'on appelle une autocratie. Et on a connu ça. On a connu en février 1989, lorsque les gens étaient en grève. Le porte-parole d'alors, qui est actuellement le président de la Cour suprême, lui aussi il avait dit ça. Que bon, les gens, ils vont être radiés s'ils ne reviennent pas à telle date. Vous prenez le cas du capitaine Crépeau. On lui a donné 3 mois là-dessus. Le gouvernement dit, je radie. Il n'y a plus de tribunaux militaires. C'est un tribunal militaire qui siège pour radier un militaire. Mais il y avait quand même un conseil de discipline. Mais bien sûr, le conseil de discipline. Le conseil de discipline qui a donné 3 mois pour dire 3 mois d'intervention. C'est maintenant le conseil des ministres qui dit je radie. Or, il existe un tribunal militaire qui doit pouvoir se faire. Alors, voilà ce qui se passe dans notre pays. Et c'est la même chose par rapport au redressement fiscaux. C'est la même chose par rapport à tout ça là. Il y a aujourd'hui la loi, c'est le gouvernement. La loi, c'est le chef de l'État. C'est sa volonté. Et il nous dit, en plus, vous dit, ben, plus vous criez, plus vous êtes mécontent, c'est le signe que ça va bien. Ça, c'est un ennemi. N'est-ce pas vous qui interprétez ces propos? Non, c'est ce qui a été écrit. On m'a interrogé sur les tensions. S'il y a des tensions, c'est le signe que ça va bien. C'est les propos tenus. Mais j'ai dit ça, ce n'est que d'un ennemi qu'on dit ça. C'est d'un ennemi que j'ai dit ce que je fais là. S'il crie comme ça, ça veut dire que je l'ai atteint. On ne dit pas ça à son peuple. On ne dit pas ça envers quelqu'un en qui on a une empathie. Lorsque vous savez même que ça fait mal, si vous avez votre enfant, votre frère, vous savez qu'il est malade. Le remède qu'on va lui faire là, ça lui fait là mal. Lorsqu'il crie, vous lui dites, on sait que ça fait mal, mais c'est ça qu'il faut pour te soigner. On ne dit pas, plus tu cries, plus ça veut dire que ça va bien. Non. Jacques Couzounon, vous avez fait tout à l'heure allusion aux années 89 où vous aviez estimé qu'un ancien porte-parole du gouvernement avait dit que les grévistes seront radiés. Est-ce que vous êtes en train de faire donc allusion à puisque ici, entre autres revendications, vous demandez les états généraux. Oui. Est-ce que vous voulez dire que la période de 89 sera répétée? Non. Vous savez, l'histoire ne se répète jamais de la même façon. On tire leçon de ce que l'histoire a donné. Ce que nous pensons, c'est que aujourd'hui, il y a une crise économique, sociale, politique, institutionnelle, puisque le gouvernement refuse d'appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit le truc donc du conseiller Simplice Dator. Il a démissionné, ou bien on l'a démissionné le 26 janvier. Il devrait pouvoir normalement être remplacé dans le mois. Quelles sont ces nuances-là? Vous dites qu'il a démissionné ou bien on l'a démissionné? Je ne sais pas. Les avocats du gouvernement disent non, c'est dans un mois. Du 26 janvier au 26 février, le mois est passé. Simplice Dator n'a pas été remplacé. Et ça, c'est le fait du chef de l'État
c'est le représentant du chef de l'État là. Il ne l'a pas fait. Mais voilà, là, donc il y a une crise institutionnelle et il y a une crise morale. La crise morale, c'est lorsque le chef de l'État reconnaît, un, devant l'épiscopat, deux, à l'étranger, devant un chef d'État étranger, que moi-même, je suis là-dedans. Dans nos pays, dans nos traditions, normalement, lorsque tu as dit ça, tu t'en vas voir les vaudous. Non, on te met le truc au cou, en dos à Zankonoui, pour que tu puisses à la fin là-dessus. Mais ça veut dire qu'il est disqualifié pour faire ce qui doit se faire. Donc c'est pour cela que nous disons, il faut reconnaître que nous ne pouvons plus continuer comme avant, comme par le passé. Les ressources politiques, morales, institutionnelles sont à terre. Il nous faut les États généraux. Et si le gouvernement ne le veut pas, alors c'est le peuple qui doit pouvoir se lever pour le faire. Comment ça? Et c'est le message que nous avons adressé le 9 mars dernier. Oui, c'est un message retentissant. Les gens se sont demandé, mais qu'est-ce que vous demandez comme ça? Il faut que le peuple se lève pour qu'on arrête le désastre. Le gouvernement actuel amène le pays au désastre. Et là encore, n'est-ce pas, un appel à la révolte? Vous demandez au peuple de se lever. De quelle façon? Le peuple a le droit de se lever. Le peuple est souverain, c'est mis dans la Constitution. Ça, c'est vrai, la question de la souveraineté. Les putsch sont quand même pas autorisés, c'est pas ces temps-ci. Mais le peuple ne fait pas de putsch. Le putsch, c'est une armée. C'est un groupe de l'armée qui fait le putsch militaire. Mais ils sont au sein de l'armée, du peuple aussi, l'armée. Mais non. Aujourd'hui, la communauté internationale, l'éthique internationale s'applique pour dire la Constitution, la déclaration internationale des droits de l'homme reconnaît que lorsqu'un peuple est en face d'un gouvernement qui n'applique pas la loi, qui fait dictature, le peuple a le droit de se soulever. C'est dans notre Constitution, article 19, alinéa 2, que lorsque l'ordre reçu viole les libertés publiques et l'autre, on est délié du droit d'obéissance. Tout citoyen, tout agent, c'est mis dans notre Constitution, article 19, alinéa 2. Ça, c'est les acquis que nous avons eus, qui donnent le droit au peuple de refuser un ordre qui va contre les libertés publiques et les droits humains, je m'excuse. Et au niveau international, aujourd'hui, l'éthique moderne est arrivée là. Toute la communauté internationale, tout ce qu'il y a d'humain et de démocrates, ils ont salué la révolution en Tunisie. Ils ont salué la révolution en Égypte. Ils ont salué la révolution au Burkina Faso. Et dans ces cas-là, on avait un peuple qui était en phase avec ceux-là qui portaient sa voix à travers ces différents mouvements qu'on a observés. Pensez-vous que le peuple béninois est en phase avec votre vision? Mais la preuve, c'est que nous avons eu 100 000. La preuve, nous avons appelé. Les gens ont manifesté à Porte-Nouveau. On manifesté à Abomey. On manifesté à Parakou. On manifesté à Comé. Les gens ont manifesté à beaucoup d'endroits. Parce que ici, vous savez, nous avons même des choses qu'on ne peut pas dire. Un gouvernement ne peut pas confisquer le salaire de ses employés. Pendant 15 jours. Le gouvernement de l'IPC n'a pas travaillé. Mais non, mais tu défalques. Le reste, remets-leur ça. Ce n'est que le 5. Les gens doivent payer le 20. Ce n'est que le 5 qu'on a dit d'aller chercher. Ils sont partis chercher leur travail, ce qui leur reste. Un gouvernement, un employé n'a pas le droit. 15 jours, ça fait... Et les enfants ne vont pas manger. Et leurs femmes. Et les locataires qui doivent prendre le loyer. Donc, c'est de l'inhumanité. On a affaire à un gouvernement inhumain. Ce n'est pas possible. Vous saisissez le salaire de l'instituteur, le salaire de l'agent de santé. Parce que lorsque les gens parlent du mouvement actuel, les enseignants, par leur nombre et par leur dispersion dans tout le pays, sont gros. Mais les agents de santé sont en grève. Et ils ont encore renouvelé pour 96 heures à partir de demain. Les magistrats sont toujours en grève. Donc, ce n'est pas seulement les enseignants. C'est une fronde. C'est une crise sociale. Et on défalque
Et on confisque le reste de salaire. Vous avez jamais vu ça? Au niveau international, un gouvernement qui confisque le salaire. Jacques Couzounon, de cette mobilisation gigantesque observée ça et là, dites-nous honnêtement, qui est passé par là. Il paraît que les populations ne sont pas descendues spontanément dans les rues sans avoir été intéressées. Donc, juste en quelques mots, hein. Bon, c'était dans quelle fourchette, ça s'est passé comment? Non, les gens disent ça. Nous, au niveau de nos militants, nous, au niveau du militant du FSP, la faim fait que beaucoup de gens demandent est-ce qu'on les aide à se déplacer. Nous aidons. Lorsque les gens, par rapport aux souscriptions que nous faisons, nous aidons à financer le déplacement des gens parce que les gens ont faim. De mon temps, tous les étudiants étaient boursiers. Donc, ils n'avaient pas besoin de quelque part. Aujourd'hui, les étudiants ne sont pas boursiers. Comment ils vont quitter Calavi pour venir à la bourse de travail si on ne les aide pas, si on ne peut pas les aider à peut-être prendre le ZEM? Si c'est ça que les gens pensent qu'on a financé les gens pour le faire, ça c'est leur problème. Mais au niveau du FSP, personne n'acceptera d'aller affronter la police parce qu'on lui aurait donné quelque chose. Non, c'est que d'abord les gens ont faim et veulent exprimer une colère. Non, mais la plupart du temps, en dehors de ce que vous exprimez là et que Joël posait comme question, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas de télécommande derrière. Vous savez, la première télécommande qui fait bouger quelqu'un, c'est ses propres intérêts d'abord. Vous ne pouvez pas faire défiler quelqu'un dans la rue si lui-même n'a pas un intérêt à défiler dans la rue. Pour, en ce qui concerne le FSP, les organisations du FSP. Vous êtes combien au total? Nous avons 25 à 30 organisations qui sont au niveau du FSP. Le Parti communiste du Bénin, la CSTB, le PLP, le PSD Bélier, les associations de femmes, de jeunes. C'est des organisations qui se battaient déjà avant et qui se sont mis ensemble. Qu'il faut des moyens, effectivement, pour pouvoir prendre une sonorisation. Il faut des moyens pour pouvoir faire un communiqué radio. Il faut des moyens pour faire des trucs. C'est clair, il faut des moyens. Et pour les moyens, nous lançons des souscriptions. Nous cotisons. Entre nous, nous faisons tout ce que nous faisons. Et nous ne refusons pas, c'est clair, les aides de ceux qui pensent trouver un intérêt dans notre combat. Dans votre lutte, jusqu'où comptez-vous bien aller dans les prochains jours? Dans notre lutte, nous n'avons pas. Nous comptons aller jusqu'à la réunion des États généraux. C'est clair, pour une autre gouvernance dans notre pays et pour un gouvernement patriotique et de probité. Malgré qu'il n'y ait pas de répondant actuellement, vous continuez pas à tenir à ce point-là? Mais parce que c'est le peuple qui doit pouvoir l'imposer. C'est clair. Pour nous, c'est le peuple qui doit pouvoir l'imposer. Là où nous sommes là maintenant, c'est le peuple qui doit pouvoir l'imposer. Hein. Nous savons que c'est le peuple qui doit pouvoir l'imposer. Si le peuple se lève, tout le monde au niveau international reconnaît qu'un peuple a le droit de se lever pour changer, arrêter une gouvernance, même à 2 jours de la fin des termes de l'échéance électorale. En Tunisie, c'est dans 2 mois que le chef de l'État devait partir là-bas. Les gens se sont levés, l'ont enlevé. En Égypte, c'est la même chose. Au Burkina Faso, c'est la même chose. Donc, tout le monde reconnaît aujourd'hui la souveraineté du peuple. C'est au peuple de se lever. Voilà ce que nous disons. Et nous n'avons pas... Et là-dessus, nous n'appelons pas le droit international. Le droit national, je cite la Constitution, article 19, alinéa 2. Oui, Jacques Couzounon, si aujourd'hui le gouvernement changeait de méthode et que le chef de l'État commence vraiment à écouter le peuple et à vous écouter, est-ce qu'on peut arrêter? Mais qu'est-ce que je demande? Je ne demande que ça. Là, on n'a plus besoin d'aller aux États généraux. Non, on sera obligé. Si vous nous écoutez vraiment, c'est les États généraux. Parce qu'il est disqualifié. Il ne peut pas... Tout le conflit d'intérêts au sommet de l'État. Donc, Sodeco, AIC, le chef de l'État, il n'est plus responsable de ces entreprises aujourd'hui. Oui, mais ses amis le sont. Puisque lui-même a dit publiquement, Olivier Bokor, c'est mon ami. Et c'est lui qui est
qui a PVI. Donc, c'est lui-même qui l'a dit publiquement. C'est pas moi. Donc, et il est de tous les voyages officiels. Je le vois. Donc, je suis obligé de dire qu'il y a conflit au sommet de l'État. Donc, comment peut-on continuer de gouverner pour rassurer tout le monde, pour dire qu'il n'y a pas conflit au sommet de l'État aujourd'hui? Il faut encore se rasseoir. Comment être sûr? Donc, vous allez, quel que soit le chemin que vous prenez, vous tombez là-dessus pour dire le gouvernement qui est là est disqualifié pour continuer de gouverner le pays. C'est ça que l'on voit. Il est disqualifié. Et c'est pour cela qu'ils sont obligés de dire que ce n'est pas la ruse. Il ne peut pas aller par la loi. Alors, quand vous parlez d'état généraux aujourd'hui, est-ce que vous prenez là un vide institutionnel? Parce que le gouvernement qui est là, selon vous, est disqualifié. Il faut qu'on arrête les choses pour pouvoir aller dans ces états généraux. Mais bien sûr, ce n'est pas nous qui prenons. Le vide institutionnel est là. Lorsque la Cour constitutionnelle dit qu'il faut, le 12 décembre, avant le 21, il faut que vous nommez les gens du COSLEPI. Et avant le 29, je dois les installer. Mais ça ne s'est pas fait. Ce n'est pas nous. C'est le vide institutionnel est là. Le vide institutionnel est là. Il suffit de regarder. Vous demandez à n'importe quel politologue, il vous dira, lorsque la clé de voûte d'un système est sabotée, mais le système va s'effondrer. Or, c'est la Cour constitutionnelle qui est la clé de voûte du système. On a dit c'est sans recours. Mais vous pensez que si la Cour constitutionnelle avait dit que les lois là étaient conformes à la Constitution, que les travailleurs allaient respecter ça? Non, les travailleurs n'allaient pas respecter. Pourquoi? Mais bien sûr, puisque l'Assemblée nationale n'a pas respecté la Cour constitutionnelle, pourquoi les travailleurs vont respecter? Les travailleurs peuvent donner l'exemple. Non, ils ne peuvent pas donner l'exemple puisque c'est quelque chose qui est contre eux, qui va contre leurs intérêts. Donc c'est ça le problème. Lorsque le chef de l'État ne respecte pas la Cour constitutionnelle, lorsque des lois déclarées non, contraires à la Constitution sont mises en œuvre, comme la loi sur le partenariat public et privé, mais tout le monde voit ça. Lorsque le gouvernement se rebelle contre la Cour constitutionnelle, lorsque l'Assemblée nationale se rebelle contre la Cour constitutionnelle, dit qu'il jette à la poubelle les décisions de la Cour constitutionnelle, mais qu'est-ce qui reste? Ce n'est pas nous qui disons, parlons du vide. Le vide est là. Jean-Claude Couzounon, votre combat, comment comptez-vous le mener désormais? Serait-ce toujours sous la bannière du FSP? La question, je la pose à raison. Le préfet s'interroge sur la légalité du FSP, un conglomérat, pour chercher l'expression, qui ne répond à aucun test. Et donc, désormais, il ne sera pas question d'autoriser une quelconque marche, d'encadrer une quelconque marche, si ça vient d'organisations dont la traçabilité, au regard de la loi, pose problème. Non, moi, je n'ai pas... J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas sur quel test le préfet s'appuie pour dire ça. Je ne sais pas sur quel test, mais je vais vous dire ceci. La liberté de manifester est reconnue aux citoyens. Ce n'est pas aux organisations. La liberté de culte est reconnue aux citoyens, pas à l'Église. Non. Chacun a le droit de prier chez lui. C'est ce que la loi dit. Maintenant, la loi dit qu'il y a la liberté de réunion, la liberté d'association. Donc, il peut s'associer à d'autres pour aller prier. Ça fait les églises. Il peut s'associer à d'autres là-dessus. Mais la liberté, c'est aux citoyens. Donc, ce n'est pas à une organisation qu'est reconnue la liberté de manifester. Non. La liberté de manifester. Donc, les femmes de Dantokpa n'ont pas besoin de créer une organisation reconnue par le préfet avant de dire nous voulons marcher. Les habitants du village de Ladji n'ont pas besoin d'aller créer une organisation avant de dire nous allons faire une procession. C'est ça aussi. Une procession, c'est la liberté de manifester. Hein. De faire une procession pour quitter Ladji, pour aller je ne sais pas, à l'église de Sainte-Cécile. Non. C'est aux citoyens. C'est la même chose pour le droit, la liberté de presse. La liberté de presse est reconnue aux citoyens. C'est parce que la liberté de presse est reconnue aux citoyens qu'il peut y avoir des entreprises de presse qui exploitent cette liberté-là. Ce n'est pas aux journaux, ce n'est pas aux radios, ce n'est pas aux télés que reconnaît la liberté de presse. Non. La liberté de presse est reconnue aux citoyens et il peut y avoir à ce temps-là alors des organes, des organisations de presse. Donc votre réponse à la décision du préfet par rapport au FSP? Mais c'est encore toujours la dictature et la violation des libertés. Donc,
toutes les organisations qui sont au niveau du FSP sont reconnues par la loi. C'est les organisations. Mais une alliance, il n'y a rien. Personne ne demande qu'une alliance soit reconnue par la loi. Non. Une alliance d'organisation reconnue par la loi agit. Et lorsque nous demandons, la loi dit, vous voulez manifester, il y a 3 personnes qui viennent, et les 3 personnes sont des responsables d'organisations reconnues par la loi. On est pratiquement à la fin, oui. Oui, voilà, il n'y a plus de préoccupation, c'est juste remercier l'invité pour son éclairage sur le thème, et donc savoir si, dans les jours à venir, il y aura encore des marches. Absolument. Il y aura encore beaucoup d'autres manifestations auxquelles nous appelons. Déjà demain, nous appelons toute la population à suivre le procès de Laurent Mintonian, que tout le monde sait que c'est un procès politique, que c'est une poursuite et détention politique, parce que le dossier est vide et il n'y a rien là-dedans, mais on l'a maintenu en prison. Et demain, normalement, le 13, il devrait passer encore devant la justice. Nous demandons la libération pure et simple de Laurent Mintonian et de ses co-accusés. Et à la suite de ça, nous continuerons jusqu'à ce que le peuple puisse imposer des assises nationales, des États généraux, en vue d'un autre gouvernement, un gouvernement patriotique. Merci à vous, Jean-Claude Couzounon. Quand je viens maintenant, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, merci. Merci d'avoir été des nôtres. 100% Bénin, les rideaux qui se referment ainsi. On ne va pas vous fausser compagnie sans notre traditionnel clin d'œil, la citation du jour. Une pensée au prix Nobel de la paix, l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, je cite, « Si tu es neutre en situation de justice, c'est que tu as choisi. Tu as choisi, mais le camp de l'oppresseur. Et tôt ou tard, tu pourras t'en mordre les doigts. » Les propos ne sont pas miens, mais ceux de Desmond Tutu. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. Chaque jour, comme dirait l'autre, est une vie. À demain.